Eh bien bonsoir, bienvenue à cette table ronde intitulée Rénovation, un cas d'école, organisée dans le prolongement des réflexions menées lors du colloque avec le Conseil régional de l'Ordre des architectes PACA à Marseille, dans le cadre des actions architecture et territoire. La ville de Marseille bénéficie actuellement d'un vaste plan inédit de rénovation de ses écoles publiques. Ce projet, porté par l'État et les collectivités, vise à réhabiliter des établissements souvent vétustes, tout en répondant aux défis de durabilité, d'efficacité et d'adaptation climatique. Ce sont plus de 470 écoles qui sont dans ce cadre-là, une réhabilitation à porter sur une dizaine d'années. Cette initiative représente un véritable laboratoire de la rénovation où s'entrelacent les problématiques architecturales, les enjeux sociaux et d'innovation technique. En écho à cette problématique que nous rencontrons en PACA, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Madame le maire de Rhinau, Madame Marianne Ornigonnier, je ne veux pas abîmer son nom, qui se présentera plus longuement, Olivier de Crécy, architecte, Lila Ferris, responsable développement et partenariat chez EduRénov, qui expliquera comment mobiliser efficacement les ressources, et Yolène Poffichet, notre vice-présidente du Conseil national, qui aura l'honneur de clôturer cette table ronde en nous présentant un petit ouvrage. Nous espérons que ces échanges permettront de... Ah, excusez-moi, un petit problème technique. Merci. Nous espérons que ces échanges permettront de mettre en lumière des solutions innovantes, concrètes et des pistes d'action adaptées à chacune des solutions de rénovation qui peuvent se rencontrer dans les écoles, mais pas que. Madame le maire, on va commencer avec vous. Un petit point de contexte, s'il vous plaît, sur ce beau projet de rénovation. En fait, ce projet concerne donc ce bâtiment. Enfin, je pensais qu'il y avait une image. Voilà, ce bâtiment-là, qui est l'école historique donc, de la commune de Rhinau, une commune frontalière, donc le long du Rhin, donc à mi-chemin entre Strasbourg et Sélestat. Donc ce bâtiment, en fait, c'est de la reconstruction après la guerre, hein, puisque la commune a été, tous les bâtiments publics avaient été détruits en 1945, et cette école a été reconstruite en 1952. Donc historiquement, c'était l'école de Rhinau, avec à gauche, on ne le voit pas, donc l'école maternelle, une aile dédiée, l'école maternelle, à gauche, là, l'école des filles, à droite, l'école des garçons. Et au fil du temps, parce que la commune a ensuite construit un deuxième groupe scolaire, donc une partie de ce bâtiment était plus utilisée. Et la commune avait créé, il y a une trentaine d'années, deux services publics, une école de musique et une bibliothèque. Alors, où a-t-on hébergé cette bibliothèque et cette école de musique ? En fait, la bibliothèque, elle a été hébergée là, en bas à gauche, dans le préau de l'école des filles. Et puis, l'école de musique a été hébergée, voilà, dispersée dans les salles de classe qui étaient plus utilisées. Donc, avec des conflits d'usage depuis une trentaine d'années entre l'école de musique, la médiathèque, enfin, ce qui est devenu la médiathèque entre-temps, et l'école. Et donc la médiathèque, enfin la bibliothèque est devenue médiathèque il y a 4-5 ans. Et puis en 2018, la communauté de communes avertit la commune qu'il va falloir engager des travaux parce que la médiathèque était vieillotte, elle avait une trentaine d'années et elle n'était pas assez grande, il fallait agrandir. Et donc la communauté de communes, bien que le bâtiment soit communal, a mandaté donc un bureau d'études, enfin l'agence d'urbanisme du Haut-Rhin, pour faire une étude de faisabilité sur comment rénover, agrandir la partie médiathèque. Donc l'ADOR a rendu son étude de faisabilité fin 2019. Voilà, et pour l'agrandissement, en fait, c'était une extension sur la cour de l'école, ce qui, moi, me semblait inacceptable à terme, du point de vue des enfants. Enfin, voilà, on ne pouvait pas raccourcir la cour. Et donc en 2020, lorsque je suis devenue maire, j'ai évoqué le sujet avec la communauté de communes pour dire qu'il fallait trouver une autre solution et qu'il fallait qu'on étudie, qu'on pense à la totalité de l'espace pour dire voilà, on a un espace, quels sont les besoins. On avait un espace de plus de 1000 m² avec 2 besoins à satisfaire, des locaux scolaires et la médiathèque.
Et voilà, on en est arrivé donc immédiatement, assez rapidement. L'ADOR a pu montrer que l'ancienne école maternelle était suffisamment grande pour héberger la médiathèque et que le reste des volumes pouvaient devenir des locaux scolaires. Voilà la genèse de ce projet-là. Il y avait également la proximité du périscolaire qui permettait de créer un pôle de centralité. Oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, donc l'intercommunalité avait construit sur un terrain communal le périscolaire qui est situé là. Donc on a à la fois, un vrai pôle de centralité, puisqu'à terme on aura sur un même site le périscolaire, la médiathèque, l'école. Également, vous vous situez dans un secteur qui est un secteur protégé. Secteur protégé, nous avons 2 secteurs protégés. Le secteur protégé qui est dû à la nef de l'ancienne église historique de la commune. Et donc, avec toutes les difficultés que ça comporte pour rénover, réhabiliter, tout en préservant l'architecture de ce bâtiment. Très bien. Olivier de Crécy, vous avez été l'équipe retenue pour réaliser ce très joli projet. Comment avez-vous appréhendé cette approche et ce projet, s'il vous plaît ? Bonjour. Alors effectivement, on s'est lancé dans cette candidature, je crois que c'était 2020, 2022, 22, avec une première approche très patrimoniale. Alors c'est un patrimoine bâti des années 50 qui est relativement désuet, qui avait été pas mal transformé avec l'ajout d'un préau, l'ajout de plusieurs édicules. Mais très vite, on a essayé de retrouver les potentialités fonctionnelles du bâtiment, mais aussi de s'attacher à l'histoire et à l'attachement qu'a la commune de Rhinau, ses habitants. Madame le maire, vous étiez élève à l'école et il y a tout cet historique qui nous a intéressés. Après, c'est un bâtiment qui est bien conçu et bien structuré pour accueillir une école. Donc on s'est évidemment appuyé sur ces données-là. Après, il y avait un gros enjeu sur la rénovation thermique, le développement durable, l'intégration de ces démarches dans cette rénovation, avec la volonté de préserver aussi l'identité du bâtiment et notamment ses modénatures en façade, puisqu'encore une fois, c'est un bâtiment auquel les habitants de Rhinau sont attachés. Très bien, merci. Justement, ça fait un trait d'union par rapport à cette modénature et à ce bâtiment. Quel a été votre rapport et la rencontre avec l'architecte des bâtiments de France ? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé ? Vous avez été accompagné avec Madame le maire ? Oui, alors on a l'habitude de travailler avec les ABF en général et en particulier sur le secteur de Rhinau et du Ride alsacien, donc au sud de Strasbourg. Donc avec Monsieur Vaudeville, qui est architecte en charge de la zone. Et on a eu une démarche patrimoniale, donc ça l'a intéressé. On a dialogué ensemble pour proposer notre démarche de préservation, mais aussi de proposer des extensions, puisque c'est un bâtiment qu'il fallait agrandir, pour proposer quelques fonctionnalités en plus, des sanitaires, une grande salle polyvalente. Et donc on a su dialoguer pour lui faire des propositions à la fois d'un projet, on va dire contemporain, mais qui dialogue avec l'ancien. Et notamment, on a travaillé sur la question de la couleur, sur la question de la matérialité, en identifiant nos interventions, en essayant d'en faire une continuité avec le bâti existant. Merci. C'est vrai que c'est très important pour ces citoyens de demain. C'est leur première approche aussi, leur première rencontre avec l'architecture. Donc c'est un lieu éminemment important, l'école, en dehors de son sujet social pour les communes. Nous avons un élu à Marseille qui a l'habitude de dire l'école capitale du quartier. Donc je trouve que ça résume assez bien l'importance et l'enjeu de cet élément école. Olivier, un petit peu plus de détails sur le programme, la façon d'avoir travaillé à l'intérieur du bâtiment. On avait évoqué ensemble la question du diagnostic et le repérage des éléments patrimoniaux. Si tu veux bien nous en dire un peu plus. Oui, alors le programme, c'est la restructuration de l'ensemble d'un bâtiment qui est relativement vaste, avec sa cour centrale qu'on voit ici, et qui est composée, sur l'image suivante, oui,
de 2 ailes et d'un bâtiment de jonction qui accueillait historiquement le préau et qui avait la particularité d'être un bâtiment filles-garçons, donc scindé. Donc une des démarches du projet a été de réunifier ces bâtiments en proposant de préserver ce bâtiment et d'en faire une galerie qui connecte en fait le niveau 1 de chacune des 2 ailes pour réussir à créer des flux qui soient le plus optimisés possible. Et une école, donc un programme d'école maternelle qui est situé dans cette aile et une école élémentaire qui s'organise un peu plus à cheval sur les 2 ailes. Et en partie centrale, donc cette extension. Au rez-de-chaussée, on a une grande salle polyvalente et ici une salle multifonction dans ce nouveau bâtiment. Un autre programme que Madame le maire vous évoquiez, qui est la médiathèque intercommunale, qu'on a installée en lieu et place de l'ancienne maternelle. Et donc une volonté de mutualiser, de faire de cet équipement un grand équipement, comme tu l'évoquais, qui est au centre du village de Rhino, qui est adossé à l'hôtel de ville qui est juste à côté, au périscolaire qui est ici au sud. Donc il y a une vraie centralité autour de cette école qui est encore une fois assez désuète, mais sur laquelle on a travaillé avec des éléments d'intervention contemporains pour essayer de lui donner une autre image, mais préserver quand même cette identité. C'est vrai que quand on parle de rénovation, de réhabilitation, on parle aussi d'innovation. C'est aussi un sujet qu'on peut tout à fait mettre en valeur. Quelles ont été les innovations ici sur ce projet que tu peux référencer ? Alors, on a l'habitude à l'agence de travailler sur ces questions de la rénovation du bâti ancien, avec plusieurs expériences, notamment dans des écoles, sur la question de la ventilation, par exemple. On est dans une démarche plutôt low-tech, donc on évite d'avoir des installations qui sont très complexes. C'est peut-être un retour un peu en arrière par rapport aux années, on va dire une dizaine d'années où on était sur des bâtiments très performants, mais aussi très techniques, avec des organes de gestion technique de la ventilation, du chauffage, de l'éclairage, qui souvent ont posé problème après en termes d'usage. Donc là, on s'est inscrit dans une démarche plutôt low-tech, notamment en proposant de ventiler naturellement les salles de classe. Donc on n'a pas installé de double flux en dehors de la médiathèque et des grandes salles, mais l'ensemble des salles de classe, on a un système de surveillance de la qualité de l'air avec des indicateurs de qualité de l'air et qui permettent aux enfants et au personnel, aux enseignants, de ventiler naturellement. Donc on ouvre les fenêtres. Donc voilà, ça c'est une des démarches assez simples. Ça évite des coûts de fonctionnement importants, ça évite des installations complexes, encore une fois, à maintenir, à mettre au point. Et puis on est aussi dans une situation, on a la chance d'être très proche de la nappe. Le Ride alsacien est proche du Rhin. Donc c'est une plaine qui est située à 1 mètre, 1,50 mètre au-dessus de la nappe. Donc on a proposé d'installer une PAC avec des planchers chauffants rafraîchissants, donc pour garantir aussi du confort d'été avec des coûts et des consommations très faibles, puisqu'on s'inscrit sur un niveau BBC rénovation avec un coefficient d'énergie primaire qui est inférieur à 70 kW par mètre carré par an. On a aussi intégré des panneaux photovoltaïques. Donc là, il y a eu une discussion avec évidemment l'ABF, mais une discussion assez constructive où voilà, on a assez simplement proposé d'implanter le photovoltaïque, donc qui est destiné à de l'autoconsommation sur les extensions, sur cette extension en particulier. Oui, en cœur d'îlot, sur l'intérieur du U que forme l'école, qui était peut-être moins visible et donc plus acceptable aussi. Quand on parle d'école, on parle aussi de cours d'école. Un mot sur le traitement de cette cour. On a vu des photos sur ce qui était existant. Donc une cour totalement revêtue d'un revêtement imperméable. Je crois que vous avez mené aussi un gros travail sur cette cour. Tu nous en dis quelques mots ? C'est les photos précédentes. Ouais. Oui, tout à fait. C'est une cour qui est une cour en enrobé, la cour existante. Voilà, c'est cette image, avec quelques arbres, donc des sujets qu'on s'est attaché évidemment à conserver. Et on s'est inscrit dans cette démarche de déminéralisation qui a fait l'objet aussi d'une subvention. Mais ça, je vous laisserai peut-être en dire quelques mots. Et donc, on a travaillé sur
le développement d'une cour pour les maternelles ici qui est scindée évidemment de la cour des élémentaires, mais avec un gros travail de déminéralisation et d'intégration d'espaces plantés, d'espaces de jeu très variés. Oui, donc effectivement, donc la cour est désimperméabilisée, puis on va récupérer les eaux pluviales avec comment dire, des gros réservoirs que vous allez, enfin je ne sais pas s'ils sont déjà installés, mais qui vont être installés pour justement, et donc cette eau va servir à l'arrosage de nos espaces verts. Et comment dire, et puis là, nous avons été encouragés à effectuer ces travaux par la région Grand Est, qui a une politique conjointe qu'elle mène conjointement avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui s'appelle Adaptation au changement climatique et qui nous subventionne justement pour ces déraccordements d'eau pluviale et de traitement, enfin de nouveaux traitements dans les cours d'école. Merci. On voit que c'est vraiment une réflexion globale qui a été menée autour de cette école. Quand on parle projet, on parle de chiffres aussi, à la fois de montant et de délai. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Et aussi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel est le montage que vous avez opéré pour pouvoir réaliser ce beau projet? Oui, donc les travaux plus la maîtrise d'œuvre, je pense qu'on arrive à peu près à 5,2 millions hors taxes. Et donc, en fait, la commune a obtenu 2 millions d'euros de subventions. Alors, donc, la principale subvention, enfin, c'est l'État, le premier soutien, 500 000 euros de fonds verts, 450 000 euros de décile. Ensuite, 800 000 euros de mémoire de fonds européens FEDER. La collectivité européenne d'Alsace, 100 000 euros. Ensuite, pour le chauffage, la pompe à chaleur, donc le fonds chaleur de l'ADEME. Pour la cour d'école, donc c'est la région Grand Est et l'agence de l'eau. Ensuite, nous avons également une subvention de la région Grand Est dans le cadre de Climaction pour tout ce qui est comment dire, isolation. Et puis, j'ai peut-être oublié quelque chose. Et puis ensuite, on a encore monté un dossier C2E. Voilà à peu près, grosso modo, les subventions obtenues. Et donc, reste des emprunts. Donc là, c'est pas encore fait, mais ça, je passerai ça en commission finance la semaine prochaine et en conseil municipal, en principe le 9 décembre prochain, avec un soutien de la Banque des Territoires dans le cadre d'Intracting, donc une avance remboursable d'à peu près 500 000 euros. Et puis un emprunt bancaire. Alors là, je ne peux pas encore dire qui va nous faire le prêt, puisque la commission finance se déterminera la semaine prochaine. Donc un emprunt de 2,5 millions d'euros, et donc plus Intracting. Merci beaucoup. Sur la question des délais, vous aviez donné un temps sur ces travaux. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il faut impérativement que la rentrée 25 puisse se faire dans cette école-là, puisqu'actuellement, nous avons un deuxième groupe scolaire qui a été construit après, donc dans les années 75, mais qui est une catastrophe sur le plan thermique. Et donc, en fait, les élèves les classes qui étaient dans ce bâtiment-là ont été déménagés donc, dans l'autre groupe scolaire et qui sont hébergés actuellement dans des locaux des Algeco, temporairement. Et l'objectif assigné donc à l'architecte, c'est que l'école soit opérationnelle à la rentrée 25. Olivier, par rapport à ces délais dans lesquels tu dois travailler, je crois qu'aujourd'hui ça se passe bien. Est-ce qu'il y a eu des écueils, des difficultés particulières par rapport au fait justement qu'on ne travaille pas de la même façon sur un objet en rénovation que sur un objet neuf? Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience sur ce point-là? Oui, alors on est dans les délais, ça c'est une bonne chose. Donc on livre la médiathèque la fin novembre, donc c'est le petit visuel que vous avez derrière, puisque ça c'est la partie Comcom, donc qui est avec une maîtrise d'ouvrage communauté de communes. Et sur la particularité de travailler dans l'ancien, il y a la mission diagnostic. Là, je trouve qu'on a été très bien aiguillé par le programme. Donc c'est l'ADOR, c'est l'agence de développement d'architecture et d'urbanisme du Haut-Rhin, donc qui est le pendant d'un CAUE qui vous a accompagné pour le programme et qui nous a missionné de façon très complète, et notamment sur une mission diagnostique qui nous a permis vraiment de bien prendre connaissance de l'existant avant de démarrer les études, et donc de bien appréhender toutes les complexités liées à ce bâti.
C'est vrai qu'on avait assez peu d'archives en plus sur le bâtiment. C'est la reconstruction. Je pense que c'est des bâtiments qui ont été construits très vite. Alors c'est des principes constructifs assez simples, mais assez optimisés aussi. Donc c'est des structures béton qui sont assez light. Donc on a fait pas mal de recherches et de sondages qui nous ont permis d'anticiper au maximum les problèmes que nous aurions pu rencontrer. Pour l'instant, c'est plutôt assez positif. Donc sur la médiathèque, on a vu, il n'y a pas de souci. Là, vous allez bientôt livrer, hein, c'est ça. Et pour la rentrée donc 2025, pour Madame le maire, ça vous fait une livraison juin 2025 pour permettre l'aménagement de l'école. Là-dessus aussi, la visibilité, elle est bonne à ce jour. Ah oui, là, tout est sur les rails. Après, évidemment, moyennant les quelques aléas qu'on peut tous rencontrer sur des opérations de ce type-là et les écueils liés aux défaillances d'entreprises éventuelles, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Nous, on a une grande habitude des chantiers en réhabilitation, en site occupé. Alors là, le projet s'est un peu simplifié puisque finalement, le maître d'ouvrage a décidé de plutôt vider totalement l'école, là où initialement on avait prévu un phasage et des travaux en site occupé. Mais ça s'organise très bien avec une équipe assez complète de maîtrise d'œuvre et encore une fois des missions de maîtrise d'œuvre qui ont été bien dimensionnées, je crois, pour ce projet. Donc on entend l'importance aussi du diagnostic en amont pour pouvoir bien travailler sur ce type de bâtiments dans lesquels on intervient en rénovation. Au niveau du réemploi ou de la réutilisation de matériaux ou de mobilier, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu récupérer pour réutiliser dans cette école, justement aussi sur cette qualité du souvenir qu'on peut travailler? Oui, alors effectivement, c'était un des points de l'offre quand nous avons répondu sur le projet, c'était cette idée de pouvoir réemployer. Alors, évidemment, on est tous dans ces problématiques-là. Là, on avait la chance d'avoir quelques éléments de mobilier en particulier. Je crois qu'il y a quelques visuels après, qui sont des patères et des caches radiateurs. C'est l'image suivante. Alors, ça a l'air assez simple comme ça, mais finalement, c'est compliqué à mettre en œuvre. On a réussi à le faire et il y avait aussi un attachement. Alors c'est une démarche de réemploi évidemment dans le cadre du développement durable, mais aussi une démarche patrimoniale. Et je crois que c'est quelque chose auquel vous étiez attaché en tant que maître d'ouvrage, en tant que ayant vécu dans ce bâtiment. Donc pour nous c'était un des éléments. Après l'élément principal, et c'est important de rénover ces bâtiments-là, c'est de démolir le moins possible en fait. Donc on a aussi une démarche de projet fine pour éviter d'avoir trop de modifications de reprise en sous-œuvre et de modifications structurelles très lourdes. On s'est attaché à rester dans l'enveloppe de l'existant, à construire des extensions qui soient les plus rationnelles possibles. Et c'est vrai que de ne pas démolir, c'est le meilleur moyen d'économiser du poids carbone, quoi. Bien sûr, l'avantage aussi, comme tu le disais précédemment, c'était que le bâtiment était bien conçu, bien orienté et bien fabriqué. Donc déjà, c'était une base aussi intéressante pour pouvoir travailler. Madame le maire, un mot sur le réemploi ? Oui, c'est très important pour moi en tant que maire, mais aussi je suis par ailleurs vice-présidente de mon intercommunalité. Je suis en charge de la question des mobilités, énergie, plan climat, air, énergie territoriale. Donc je travaille beaucoup sur l'économie circulaire dans le cadre d'un contrat d'objectif territorial avec l'État. Et donc ce réemploi, tout ce qui est lié à l'économie circulaire, la sobriété foncière, le fait de ne pas démolir et de ne pas consommer de terre, c'est excessivement important. Et donc je crois que de ce point de vue-là, le projet, je crois qu'on peut dire qu'il est exemplaire, quoi. Qu'on atteint nos objectifs. On essaye, oui, tout à fait. On a conservé des escaliers, enfin ça a l'air de rien, mais on s'est vraiment attaché à préserver ces éléments structurels du bâtiment, quelques éléments, on va dire, de décor, mais qui retrouvent un usage dans la nouvelle école, puisque c'est des bancs, des patères, des caches radiateurs, c'est l'identité du bâtiment. Et alors on n'est pas dans une recherche d'économie en termes budgétaires, parce qu'il y a beaucoup d'éléments pour le même prix, on va dire, on pourrait avoir des éléments neufs, mais là il y avait encore une fois cette volonté qui est complexe parce qu'il faut déposer soigneusement ces éléments, il faut les traiter, les repeindre, les reposer, donc ça n'est pas simple, mais c'est vertueux. Voilà. Donc on essaye de le faire. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment un chantier qu'on peut qualifier d'exemplaire.
Donc merci beaucoup à tous les deux pour ce retour d'expérience. Madame le maire, vous avez évoqué la question des financements et avec ça un parcours un peu difficile. Je vais laisser la parole à Lila qui va nous dire comment elle peut nous aider dans ce... Oui, bonjour. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Vice-Présidente, pour cette invitation. En effet, nous, on intervient à travers un programme qui est celui d'EduRénov'. Et donc le programme est déployé par la Banque des Territoires et ses partenaires. Et pour moi, et nous, on y tient énormément à le préciser. Et surtout, notre raison d'être et notre raison d'action vient surtout d'un objet qui est l'intérêt général, ici parfaitement identifié pour les écoles. Et surtout, notre moyen d'action principal est le livret A, donc en termes de financement. Donc on a créé aussi ce cercle vertueux entre les financements que les citoyens, que nous-mêmes, en mettons dans le livret A pour le transformer et pour que ça ait du sens envers les projets. Donc voilà, c'est aussi un message important qu'on porte. Et donc c'est aussi la raison d'être de ce programme EduRénov'. Donc vous l'avez dit, on est principalement un financeur, donc c'est notre rôle dans ce cadre-là, particulièrement dans un contexte, là on le connaît bien, de raréfication des deniers publics, qui a un impact en très direct sur les budgets des collectivités. Donc nous, en tant qu'établissement public, ça nous oblige d'autant plus à réagir aussi pour pouvoir accompagner, pour que les projets continuent de se faire. Typiquement sur les écoles, on a des chiffres, on les connaît tous, qui sont assez alarmants. Au rythme où nous allons, on ne rénove pas suffisamment pour atteindre nos objectifs, aussi bien en termes d'économie d'énergie qu'en impact carbone. Donc là où on devrait être à plus de 4000 projets par an, aujourd'hui on est seulement à 1000 projets rénovés par an. Donc voilà, il y a un sujet pour nous qui est aussi assez préoccupant. Et puis la question aussi de l'état des bâtiments. 8 écoles sur 10 nécessitent une rénovation énergétique. Voilà, le projet de Rhino en fait sûrement partie. Et on a aussi, nous, ce rôle-là de pouvoir interagir et puis faire en sorte que les projets se fassent et aboutissent. Donc pour ça, on a développé ce parcours. Donc on accompagne l'élu de bout en bout. Donc on a à la fois des élus des collectivités qui ne savent pas par quoi commencer, qui n'ont pas encore identifié leur projet, en tout cas ils n'ont pas encore priorisé là où ils souhaitent commencer. Donc on est aussi là pour les accompagner et là-dessus on s'appuie pas mal sur une communauté d'élus en fait qui, comme vous Madame la maire, a des sujets, aussi des témoignages, des recommandations pour les autres élus qui sont précieuses. Vraiment ça c'est des messages qu'on reçoit souvent. Le fait de pouvoir profiter de l'expérience des élus qui l'ont déjà fait, ça rassure, puis ça donne aussi les indications et les billes pour aller plus loin. Donc nous, on capitalise aussi énormément dessus. Et puis évidemment, à la Banque des Territoires, on ne le fait pas tout seul, on le fait aussi avec les partenaires. Et là-dessus, avec le CNOA, avec l'Ordre des architectes, on a quand même ce point commun qui est l'intérêt général et puis accompagner les collectivités vers des projets des plus ambitieux. Donc on l'illustre en effet avec Rhino, qui, on l'a dit, exemplaire à plein de titres, à plusieurs raisons. Au-delà des financements, ce qui nous intéresse, cette approche que vous disiez, Olivier, sur le low-tech, sur le réemploi, sur le fait aussi d'intégrer les usages pour ne pas que ça puisse être un frein supplémentaire pour les usagers, les enseignants et les élèves. Pour nous, c'est aussi important. Donc, voilà. Donc, la question de l'innovation, elle est aussi, on pense, au cœur même de la rénovation d'école. Finalement, une école qui soit un cas d'école pour ensuite être reproduite sur l'ensemble des bâtiments publics. On sent que c'est aussi pour ça qu'on aime témoigner et faire témoigner sur la question. Merci beaucoup. On voit à quel point les tables rondes comme celle-ci sont importantes pour pouvoir être identifiées parce que Madame le maire nous l'a bien dit, c'est un parcours un peu du combattant pour les élus qui ne savent pas nécessairement où aller chercher des aides pour pouvoir mettre à jour leurs projets. Yolène, je vais te laisser le mot de la fin et puis peut-être on prendra quelques questions s'il y a des questions qui se font savoir. Oui, merci. Alors nous, au Conseil national, en lien effectivement avec la Banque des Territoires, on a travaillé sur l'édification d'un petit fascicule parce que souvent, les maires ou les collectivités locales viennent nous voir en nous disant « Ok, on veut rénover notre école, mais comment fait-on » Et donc, on a rédigé ce petit guide qui s'appelle « Rénovation énergétique des bâtiments scolaires ». Les architectes vous accompagnent. Vous en trouverez quelques exemplaires sur les présentoirs. Et l'enjeu, c'est de donner quelques clés méthodologiques pour savoir comment s'y prendre
quand on a un projet de rénovation de bâtiments scolaires. Donc, le fascicule a été préfacé par Nicolas Turcat du programme EduRénov de la Banque des Territoires, Guillaume Perrin qui est également directeur du programme Acté. Tout ça a du sens parce que finalement EduRénov et Acté sont là aussi pour le financement des travaux, mais également pour le financement de la conception. Et donc, nous avons travaillé à ce document ensemble. Alors évidemment, dans le petit fascicule, vous verrez, on rappelle quelques chiffres. L'enjeu, c'est quand même de rénover 10 000 bâtiments scolaires d'ici 2027. Donc c'est un enjeu de taille. Et les architectes sont présents et prêts à vous accompagner dans ce travail. On a fait un petit chapitre sur la rénovation pas à pas avec 4 rappels. Déjà, dans un premier temps, réunir les compétences, bien comprendre de qui il faut s'entourer pour pouvoir élaborer son projet. Vous avez parlé tout à l'heure, Olivier, du diagnostic amont, c'est essentiel. En effet, on ne peut pas partir dans la rénovation d'un bâtiment scolaire sans analyser le bâtiment dans lequel on va intervenir. Donc la question du diagnostic est primordiale, d'autant plus quand on est dans un bâtiment, comme vous nous avez présenté, qui a une caractéristique patrimoniale. On vous parlait également de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour bien caractériser le projet, savoir quelles questions il faut vous poser avant de partir. En effet, on n'est pas juste en train de rénover, mais là, on a vu qu'on avait aussi une transformation du bâtiment, une mutation. On se retrouve avec une médiathèque. Voilà, on retravaille les espaces, la cour de l'école. Donc, toutes ces questions-là, évidemment, on se les pose en amont pour pouvoir faire un projet cohérent. Et on parle aussi donc de la phase du diagnostic, ça j'en ai parlé, et puis savoir comment aussi sécuriser votre opération, parce que l'enjeu c'est de partir avec de bonnes bases, avec une équipe de maîtrise d'œuvre qui sera consultée en amont, bien constituée. On sait qu'on travaille mieux en équipe pluridisciplinaire, que l'architecte ne travaille pas seul, qu'il est aussi accompagné de bureaux d'études quand c'est nécessaire. Et on va du coup bien sécuriser le projet par la mission, par l'appel d'offres, pardon. Et enfin, il y a un petit volet sur les programmes qui sont dédiés. On en a parlé, EduRénov et Acté. Vous avez d'ailleurs un stand Acté pas très loin qui vous fait une présentation d'une école aussi à rénover. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre ce petit guide. Tout à l'heure, j'ai 2 maires qui sont venus me voir en me disant comment fait-on. Alors là, on a fait sur la rénovation du bâti scolaire. Vous pouvez aussi le transposer sur un équipement. En fait, c'est la même méthode. C'est la même chose. On part toujours en réfléchissant en amont au diagnostic, en étant accompagné avec une assistance à maîtrise d'ouvrage et des compétences réunies autour d'un projet qui se passera forcément bien. Bien, merci Yolène. On a tenu parfaitement la montre. Donc, est-ce que vous voulez faire 2 points pour dire quelque chose? Olivier, tu veux rajouter un mot avant que je demande si on a des questions? On a un mot sur le diagnostic, parce que c'est un élément très important. Et alors peut-être que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais il y a les diagnostics techniques que sont les diags amiante, plomb, des diagnostics énergétiques. Mais là, on parle aussi de diagnostic architectural et d'une synthèse de ces diagnostics techniques qui permet d'avoir une vraie lecture du bâtiment et de sa conception. Et je pense qu'il est vraiment essentiel sur ce type de projet et qui permet effectivement d'anticiper pas mal d'écueils. Oui, tu l'as bien dit, hein, au niveau de la phase de conception, après, le fait d'avoir travaillé très longuement sur cette question du diag de façon très approfondie, ça t'a permis une conception très adaptée au bâtiment sur lequel tu intervenais. Madame le maire, un petit mot? Non? Avez-vous des questions à notre élu, à notre architecte, à EduRénov? Bonjour, je suis un ancien ingénieur de la mairie de Neuilly-sur-Seine et aussi un élu en Alsace, dans le Haut-Rhin. Et je peux vous dire, j'en ai vécu des installations
le principe du diagnostic et l'étude de faisabilité et récupérer les éléments qui sont importants du bâtiment, c'est une bonne chose. Après, maintenant, du côté élu, quand on parle de subventions, j'ai toujours peur parce qu'il y en a partout. Il y en a au Conseil, il y a le Grand Est, il y a l'Europe, il y a... Comment faire? Il y a recenser tout ça. En fait, j'ai peut-être un peu un avantage par rapport à tout ça, comme je suis aussi conseillère régionale, donc je sais ce que subventionne la région. La région gère par ailleurs depuis 2004 un certain nombre de fonds européens, donc je savais où frapper, à quelle porte il fallait frapper. La région travaille sur beaucoup de politiques avec l'ADEME, sur la chaleur, donc je savais qu'il y avait le fonds chaleur. La région travaille avec l'agence de l'eau sur tout ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Donc je savais que pour la cour d'école, la récupération des eaux pluviales, on allait soutenu par l'agence de l'eau. Donc en fait, c'est un peu un avantage, mais je pense que une commune qui s'adresse à la région pourra être utilement orientée sur les possibilités déjà de subventions européennes et régionales, mais aussi sur d'autres possibilités de subventions, parce que la région peut être une porte d'entrée justement sur ces politiques conduites en partenariat avec d'autres, comme l'agence de l'eau ou l'ADEME. Donc je pense que la région peut être une bonne porte d'entrée. C'est l'entrée, quoi. Une bonne porte d'entrée. Et vous avez des maisons de région, plusieurs dans chaque... donc dans le Haut-Rhin, c'est Mulhouse. Mulhouse, il y a une maison de région. Mais sinon, vous avez la maison de région de Célestat qui pourra vous renseigner utilement sur toutes les possibilités d'aide. Ok. C'est un peu la pub pour le Grand Est. J'imagine, on a toujours peur d'en oublier une, quoi. Oui, mais bon. Mais je pense que là, c'est recensé. Voilà, mais la région pourra vous guider. Ouais. Et puis sinon, vous pouvez vous adresser aussi à la CEA. Bravo, Madame la maire. Merci à tous. On a hâte d'être invités à l'inauguration, Madame le maire. Voilà. Non, mais nous, ça a suscité l'envie en tout cas. Merci beaucoup.